Alors c'est vrai qu'en cette première émission de la saison, je m'étais dit Xavier Timbaud, de quoi est-ce qu'on va parler avec lui? Bonjour Xavier. Bonjour David. J'étais là, on va parler de sa piscine, l'entretien du coup d'une piscine, ses vacances en Italie ou les miennes en Corse. Non, on est sur Boursorama, on rentre dans le dur et on parle déjà de la crise. Pourquoi? Parce que y a beaucoup d'experts, on a parlé juste avant de politique monétaire, qui s'interrogent sur l'efficacité des politiques monétaires, avec le fait que le rouleau était largement utilisé. Et la Fed a baissé ses taux, on sait que la BCE devrait lui emboîter le pas a priori dans les prochains jours. Et on a, alors c'était dans le cadre du symposium des banques centrales dans le Wyoming, il y a BlackRock, encore une fois je dis ça parce que je l'ai lu dans les Échos, c'était vendredi, BlackRock qui sort une proposition quand même qui est assez choc, et qui veut contribuer au débat en disant voilà, face à la prochaine crise, les banques centrales peuvent encore faire des choses. Et là, l'idée choc, c'est de se dire les banques centrales, voilà ce qu'elles devraient faire. Alors ça sort comme du crâne de gens qui sont Philippe Hildebrand, ancien président, enfin gouverneur de la Banque centrale suisse, Stanley Fischer qui était numéro 2 de la Fed, donc c'est pas des cerveaux malades. Les mecs, ils disent Jean quoi? Boivin aussi, de la Banque centrale du Canada. Car les banques centrales devraient financer en direct l'économie et carrément faire des prêts perpétuels à taux zéro aux ménages. Et là, on se dit, mais est-ce qu'on ne baigne pas dans n'importe quoi ou est-ce que c'est à prendre très au sérieux? Ça peut être une solution de financer, que les banques centrales financent. Alors, on réfléchira aux écueils légaux, aux modalités pratiques, mais est-ce que c'est peut-être ça la solution, de se dire qu'il faut que les banques centrales prêtent en direct aux entreprises et aux ménages à taux zéro, donnent de l'argent gratuitement? Pardon, c'est... Alors, en fait, la proposition... Je suis sûr que ça ne choque même pas en plus. Disons, ça ne choque pas, même pas. Il faut voir que depuis 2008, on a été amené à remettre en cause beaucoup de dogmes et de considérations. On a été obligé d'inventer des nouveaux outils pour soutenir les économies, des économies globalisées, financiarisées, avec des degrés de complexité qui n'avaient jamais été atteints dans l'histoire, en fait, en matière financière. Donc oui, la politique monétaire a été confrontée à des défis. C'est-à-dire que oui, on avait un modèle qui était quand même construit sur... il y a longtemps, et sur une politique monétaire qui était plutôt répressive, pour devoir réinventer des instruments de stimulation monétaire. Et donc là, on s'est aperçu Mais faire cette proposition, pardon Xavier, c'est une façon de dire que les politiques monétaires actuelles, s'il fallait en refaire du QE, racheter les actifs ou baisser les taux qui sont déjà à des niveaux très bas, et les taux longs, ces taux de marché, ils sont aussi à des niveaux très bas, négatifs en Europe et au plus bas aux États-Unis, sur le 10 ans américain, c'est une façon de dire que ça ne marche plus, les outils actuels ne fonctionnent plus, ou alors il faut en mettre tellement sur la table pour une efficacité, pour un impact derrière économique qui est faible, qu'effectivement il faut peut-être penser out of the box et penser à d'autres solutions. Oui, alors en même temps, la proposition qui est faite par ces banquiers centraux, ces anciens banquiers centraux recrutés par BlackRock, donc, il faut voir aussi BlackRock organise une forme d'influence. Premier gestionnaire d'actifs au monde, 7 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ils sont très très intéressés par le fait qu'on puisse éviter une récession, en particulier une récession financière, une chute du prix des actifs. Donc ils sont jugés partis et donc ils trouvent des solutions afin d'éviter le grand collapse. Largement, effectivement, ils ont un intérêt tout à fait notoire. Bon, on en pense quoi de financer directement l'économie via les banques centrales? La proposition qu'ils font plus précisément, c'est une proposition qui vise à augmenter la coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire. On a hérité des années 80 l'idée que, en fait, la politique budgétaire devait être ancrée sur des considérations de long terme, les aspects de redistribution, de solvabilité, les aspects d'investissement, et qu'on devait avoir une gestion budgétaire extrêmement rigoureuse, donc avec en tête effectivement la question de la solvabilité, et que la politique monétaire pouvait suffire à faire la régulation conjoncturelle, à réagir au cycle, et que au final, voilà, ce cocktail-là suffisait. Or, en 2008, on s'est aperçu que la politique monétaire, elle devenait insuffisante pour différentes raisons, l'une d'entre elles étant le fait d'arriver à des taux d'intérêt à zéro, et donc on ne peut pas descendre en dessous de ça, donc on n'a plus de possibilité de stimulation par la politique monétaire. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a inventé d'autres instruments, comme le quantitative easing. Ouais. Super, ça fait augmenter les actifs financiers. Voilà, ça fait augmenter les actifs financiers, ça abaisse les taux d'intérêt sur l'ensemble du spectre des taux. Ça a des effets qui sont effectivement possibles sur les inégalités, puisque ça a tendance à garder la valeur aux actifs et donc à plutôt favoriser ceux qui ont du patrimoine. Ok, mais donc
Donc, est-ce que l'étape suivante, c'est une bonne ou une mauvaise idée que de financer directement l'économie via la les banques coordination centrales? Parce que, encore une fois, après, j'attends sur les modalités pratiques aussi. Il y a plein de choses à dire. Mais disons, coordonner la politique budgétaire et la politique monétaire, ça, c'est effectivement une des leçons. Parce que c'est le rôle de la politique budgétaire qu'éventuellement faire des aides fiscales ou baisser les impôts des ménages. Ce n'est pas le rôle de la Banque centrale que de faire des. Alors, la des proposition, ménages, que ces banquiers centraux font, ce serait de dire quand on constate que la politique monétaire n'est plus efficace, et à ce moment-là, on n'y est pas loin. On n'y est pas loin. Alors, on peut discuter de ça. Est-ce que ça s'applique aux États-Unis aujourd'hui, mais quand la politique budgétaire n'est plus efficace, à ce moment-là, la banque monétaire n'est plus efficace. À ce moment-là, la Banque centrale donne une espèce de facilité de tirage budgétaire et va financer à taux zéro ou à taux négatif. Alors des dépenses qui peuvent être des dépenses directement faites aux ménages, qui peuvent être des prêts faits directement aux ménages. Mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'une banque centrale s'y prend, encore une fois, pour mettre de l'argent gratuit, quasiment gratuit, dans, encore une fois, les mains des ménages ou des entreprises? Comment, de combien, voilà, quelle somme? Parce qu'on se dit, mais... alors des sommes a priori considérables. Non mais... Ça revient à donner de l'argent gratuitement aux gens. Enfin, je veux dire, des prêts perpétuels à taux zéro, c'est un truc qu'on ne rembourse pas. Enfin, je veux dire, pour moi, ça me semble surréaliste, cette histoire. Comment vous faites? L'idée est d'avoir des instruments Timbo va aller avoir un crédit auprès de la il y a plusieurs questions qui se posent. Prêté à taux zéro, à l'infini. Est-ce que la Banque centrale peut le faire? Est-ce qu'elle a la légitimité politique pour le faire? Parce que ça, c'est aussi une autre question. C'est dans la proposition qui est faite par BlackRock, en fait, c'est un comité d'experts qui va décider de mobiliser plusieurs points de PIB qui vont être distribués, soit sous forme d'investissement dans des infrastructures, soit sous forme de ces prêts perpétuels aux ménages, soit sous forme de... Mais ça vous plaît, ça, des prêts perpétuels? Alors, il y a un premier point qui est la légitimité démocratique, et un deuxième point qui est... quelle est la logique économique en fait qu'il y a derrière? Quand on fait de la dépense publique, donc quand on va par exemple réduire les impôts des ménages pour stimuler leur pouvoir d'achat, le point c'est que ça se traduit par du déficit public et donc on sait qui va payer au final. Oui, ça crée de la consommation, ça crée des rentrées fiscales. Ok, ça crée de la consommation, ça crée des recettes fiscales, mais ça va créer aussi du déficit et ce déficit-là, il faudra un jour ou l'autre le combler. Sauf que le surplus de croissance est censé justement réduire ce déficit, enfin c'est dynamique. Ok, il peut le réduire, mais à la fin, ce qui n'est pas réduit restera. Et donc, il y a quand même une forme de responsabilité économique qui est faite. Dans l'idée d'une politique monétaire qui vient financer tout ça, c'est qu'en fait, on va faire disparaître, on va rendre invisible, indolore, ces dépenses, parce que ça reste des dépenses. Je veux dire, cet argent qu'on donne, il n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui va le payer. Et là, il est gratuit. Et ça va être payé par l'inflation future. Mais cette inflation future, on ne sait pas très bien qui va en subir les conséquences. Donc c'est ça tout le problème de ce processus. Le problème, surtout, c'est d'éviter, parce que l'idée, c'est qu'il y aura une prochaine crise, personne ne peut savoir d'où elle viendra, quand. Mais l'idée, donc ça tient debout, cette proposition faite par BlackRock, encore une fois, au-delà des obstacles légaux, politiques, de légitimité, et des modalités pratiques que j'ai toujours un peu du mal à voir, pardon, ça peut vraiment être une solution pour éviter la prochaine crise? Parce qu'on est à court de munitions monétaires, parce que les politiques budgétaires sont dans les mains des États et pour l'instant, on n'a pas le sentiment que beaucoup ont envie de faire des efforts, notamment ceux qui en ont les moyens. Disons que c'est un peu illusoire, pour le dire très simplement, de penser qu'on peut faire une politique budgétaire qui n'a pas de conséquences budgétaires. Voilà. C'est un peu ça le tour de passe-passe qu'il y a dans cette proposition de BlackRock. Dire il faut que la politique budgétaire soit un soutien quand la politique monétaire n'est plus efficace. Ça, on le sait tous. Ça, on le sait. Ça s'appelle du policy mix. Voilà, et on sait que, effectivement, par exemple, les règles budgétaires qu'il y avait en Europe au moment de la crise ont été un amplificateur de la crise. Et donc, de suspendre ces règles. C'est clair, ça. Voilà, c'est clair a posteriori, et de suspendre ces règles. Les conditions de taux d'intérêt ne sont pas les mêmes non plus. Ok, mais suspendre ces règles aurait été un moyen de réagir à la crise. Mais là, c'est pas délirant, on finit là-dessus. Non, mais attendez, parce que là, ce qu'ils disent, c'est on peut faire de la politique budgétaire sans que ça se voit. Et ça c'est un tour de passe-passe qui finit par se payer d'une façon ou d'une autre, sans que ça se voit, c'est-à-dire sans avoir besoin de le financer par des déficits, par des déficits publics ou par des impôts futurs. Et donc, et ça, c'est une illusion, parce qu'en fait, ça sera financé par de l'inflation future et on ne sait pas qui payera cette inflation. Ouais. Encore une fois, Timbo qui reçoit un crédit perpétuel à taux zéro pour s'acheter sa prochaine bagnole, qu'il n'aura jamais remboursé. Voilà. C'est quelqu'un qui a payé pour ça quand même. C'est pas Timbo qui a payé pour acheter la voiture. Non, c'est la création de monnaie, quoi. Et oui, mais
cette création de monnaie, elle va se traduire par de l'inflation, et c'est un jour ou l'autre les petits-enfants de Timbaud qui payeront par l'inflation supplémentaire. Donc si on a une préférence pour le court terme, c'est une bonne solution en faisant fi des dommages collatéraux et des effets secondaires dans le futur. Voilà, c'est un moyen de fermer les yeux sur les conséquences futures des politiques qu'on met en œuvre. On se dit que c'est surréaliste. Là où c'est surréaliste, c'est que, si vous voulez, on peut tout à fait faire des politiques budgétaires. Ça n'arrivera jamais, on peut imaginer que ça puisse arriver. C'est une bonne question en fait. Est-ce que ça peut arriver? C'est possible. Lors de la prochaine crise. Il y a un contexte politique aux États-Unis où Donald Trump est prêt à accepter beaucoup de choses. Mais en fait, fondamentalement, il est plus simple de revenir sur l'idée qu'on doit avoir une politique budgétaire extrêmement rigoureuse. Sauf qu'après, on se heurte à une volonté politique ou pas, et dire ça aux Allemands, même s'ils sont en train un petit peu d'hésiter. Oui, mais l'avantage, au moins, de le passer par la politique budgétaire, c'est que ça laisse une trace, c'est-à-dire que ça crée un déficit et que ce déficit, un jour, il faut le rembourser. Ouais. Et donc là, au moins, les conséquences sont claires et on ne se voile pas la face sur le fait qu'il n'y aura pas de conséquences. En fait, il y aura des conséquences. Ouais. Voilà, on voulait vous en parler. Proposition choc. On va plus attendre, mais voilà, c'est sorti vendredi et on voulait vous en parler évidemment dans Ecorama. Merci beaucoup, Xavier Timbaud, merci David, directeur principal de l'OFCE. Merci d'être avec nous. Ciao.